Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le jeudi 10 juillet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez incroyable parce qu'on est en train de break les gars sur BTC. C'est en cours, c'est en train de se faire. C'est pour ça aussi que je vous fais une vidéo aussi tard. Alors je sais pas si c'est tôt ou tard pour vous. Moi actuellement il est voilà, quasiment minuit, le 9 juillet au soir, donc début du 10 juillet. Donc je pense que pour la plupart vous verrez la vidéo demain matin, je sais pas quand exactement. Mais en gros je vous fais une vidéo aussi tard parce que je m'attendais pas à que BTC break comme ça tard dans la nuit. Et vu que je suis devant le PC, autant vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu voilà, qu'est-ce qu'on doit viser, qu'est-ce qu'on doit s'attendre là sur BTC, sur ce qui va se passer les prochains jours, prochaines semaines. Rappelez-vous, j'avais pas mal parlé dans les dernières vidéos que les 111 000 et surtout les 112 000 étaient très importants parce que simplement déjà c'est la TH. Donc faire un nouvel ATH fait qu'on part après Discovery. En général, quand on break un nouvel ATH, de nouveau, on fait une jolie jambe haussière derrière. Et ça va beaucoup dépendre de la clôture des lits de ce soir qui va être vraiment importante et qu'on va pouvoir voir ensemble. Mais surtout, c'est jusqu'où on peut aller gratter là le short squeeze parce que rappelez-vous, on avait donc soit la possibilité de revenir en bas du canal et de réintégrer le canal à 100 000 $, soit d'aller du coup chercher le short squeeze. Et c'est vrai que ça va plutôt dans ce sens-là par rapport au nombre de liquidations qu'il y avait au-dessus des 111 000, 112 000 $ qui était vraiment important. Donc là, on est en train de faire le short squeeze. On avait aussi, rappelez-vous, peu de murs de vente au niveau de la hausse qui était juste au-dessus de nous pour nous freiner. Ils ont tous été enlevés ces derniers jours, ce qui a fait que c'était beaucoup plus simple pour le BTC de monter. Et surtout, dans tout ça, vous allez voir que les altcoins se réveillent un peu. Regardez, du côté des altcoins, c'est un peu plus vert. Et surtout, les gars, du côté de TH, on a fait un rattrapage de l'enfer. Vraiment, on était passé en dessous de son support, là, du range qu'on avait depuis 2 mois. C'était la catastrophe. Finalement, on a pu réintégrer, passer au-dessus du ruban, voilà, réintégrer le range. Et là, on se retrouve en haut du niveau de break qu'on avait break et qu'on s'était fait rejeter, qui était un fake break il y a un mois de ça et qui nous a fait bien mal. Et là, du coup, on revient sur ce niveau vers les 2008. Et là, on est vraiment dans le niveau le plus important pour Ethereum, entre les 2008 et 3000 $, qui est le niveau clé en fait pour la suite. Si on arrive à le passer et à break ça et puis à clôture au-dessus et ensuite enclencher une tendance haussière, en fait, ça va en découler sur tous les altcoins. Et on le voit déjà au niveau de la Bitcoin dominance, où la Bitcoin dominance commence à pas mal se calmer, à réduire un petit peu en délit, et le Total 3 qui commence aussi à remonter. Mais il faut pas s'affoler non plus. C'est-à-dire que là, on est encore loin du départ de la High Season. Il faut qu'on ait beaucoup plus de validation. C'est-à-dire que le Total 3 qui break son niveau de résistance qui nous tient là depuis janvier, que ETH break les 3000, que derrière, le Bitcoin dominance vient de faire un plus bas. Et pour l'instant, sur ces 3 trucs-là, on n'y est pas. Donc pas de précipitation, mais c'est vrai que c'est plutôt bien parti. À voir comment ça se déroule après. Ce qui est fortement probable aussi, vu qu'on est en plein été et on a encore un bon 2 mois avant la fin de l'été, qu'on ait des rejets intermédiaires qui se fassent avant de pouvoir casser. Et du coup, c'est pour ça que je vous parlais des niveaux importants à regarder. Donc, je rentrais directement sur le court terme, sur la chronologie un peu des événements. Regardez, ce matin, je vous ai fait un tweet en vous disant « Le calme de l'été, ça fait du bien après un début d'année aussi mouvementé. » Alors qu'en fait, juste après, bam, gros break. Moi, en gros, ce que je disais, c'est que sur BTC, vous voyez pas de changement. On attend toujours le short squeeze à 111 000, 112 000 $, avec les liquidations qui sont en jaune. Donc, les liquidations de short à aller chercher. Vous voyez, c'est ce qu'on avait juste au-dessus de nous, vers les 111 000, 112 000. On avait énormément de liquidations qui nous attendaient. Avec, en plus de ça, regardez les murs de vente, quasi rien, quoi. On a un petit ordre de vente apparu au niveau des 102 500 $, mais c'est pas grand chose. Et du coup, vous voyez, c'était plutôt bullish. Et je dis, même si c'est plutôt bullish, pas de prise de position pour ma part. J'attends qu'on valide la sortie de ce niveau qui nous bloque depuis une semaine. Vous voyez, depuis une semaine, le niveau qu'on a ici qui nous bloque un peu au niveau du break. Du coup, voilà, on privilégie plutôt le short squeeze, aller chercher les 111 000, 112 000 par rapport à pas toutes les datas, que ce soit les funding qui étaient très bas, donc peu de gens qui l'ont, enfin pas mal de gens qui short. Le fait qu'il y ait quasi aucun ordre de vente, et ça c'est incroyable, le fait qu'on a enlevé tous les ordres de vente comme ça alors qu'il y en avait plein avant, et le fait qu'on ait autant de liquidation, forcément pour le short squeeze, c'est super intéressant. Mais derrière, c'est vrai qu'il y avait quand même des risques, donc c'est pour ça que moi perso, je suis pas rentré et j'attendais la confirmation des 112 000. Du coup là, c'est en train de se faire et je vais vous montrer un peu comment est-ce que je vais rentrer. Et on n'a pas eu que BTC, oui, on a eu Ethereum aussi qui s'est réveillé, et ça c'est avant le short squeeze qu'on vient de faire. C'est-à-dire que ça, Ethereum, c'était ce matin, vous voyez, on était déjà en train de remonter vers les 2007. Ethereum BTC, ETH BTC, c'est la même chose, on a une belle dominance du côté du ETH BTC. Et vous allez voir que malgré le gros pump là de BTC à court terme, on a quand même eu ETH qui a réussi à suivre et qui a fait que la ETH BTC a encore monté et qu'on se retrouve quasi sur les plus hauts ici. Là, ça va être hyper intéressant parce que rappelez-vous, ETH BTC ont été donc dans le rebond et pour la première fois, rappelez-vous, on n'avait pas un pump and dump et on ramenait tout la baisse. Enfin, c'est pour la première fois qu'on a commencé à construire une petite structure, un range, et on était un peu bloqué là-dedans jusqu'à ce qu'on passe en dessous. Là, on arrive à repasser au-dessus et là, faire un nouveau plus haut sur ce range-là, c'est incroyable. C'est-à-dire que ETH reprend plus de dominance par rapport à BTC et qu'on va repartir sur une phase où Ethereum va plus performer face à BTC. Ce qui est super bien après pour les altcoins parce que forcément, ça en découle après sur les autres altcoins. Et on le voit un peu sur Bitcoin dominance. Vous voyez, ça c'était ce matin déjà où on avait Bitcoin dominance qui commençait à reculer avec le Total 3 qui commence à remonter aussi, mais tranquillement, vous voyez. Et niveau clé, de nouveau, c'est les 950 milliards qui nous bloquent ici et qui sont encore loin d'aller atteindre. Et du côté de la Bitcoin dominance, attention là aussi, vous voyez, c'est-à-dire que
on allait chercher un plus haut. Du coup, logiquement, quand on va chercher un plus haut, comme on en avait pas mal parlé, en fait, on repart Bitcoin season avec un Bitcoin qui reprend la dominance durant l'été. Et là, vous voyez, on a une petite correction qui du coup inverse ça. Mais oui, c'est pas impossible qu'en fait, là, on soit juste dans une correction des altcoins pour ensuite, boum, remonter. Et que quand Bitcoin pète, en fait, ils reprennent encore plus de dominance et qu'au final, les alts soient mis un peu de côté et que Bitcoin performe encore performe plus que les alts durant l'été. Et ça, du coup, on va le voir suivant les niveaux clés. Donc, niveau clé au niveau des altcoins, au niveau du Total 3 et surtout niveau clé au niveau d'Ethereum, au niveau de son break. Et ça a changé pas mal de choses. Enfin, son break des 2008-3000 $, il va avoir pas mal d'impact derrière sur la Bitcoin dominance. Et du coup, regardez ça. Là, je viens de tweet il y a à peine une heure. Vous voyez, le short squeeze de l'enfer. Enfin, il est là. On vient de tout nettoyer. Ça régale. 112 000 $ comme prévu. Regardez ça. Bah, énorme bougie. On va toucher les 112 000. Vous voyez, regardez la bougie qu'on a fait. Vu que ça venait d'être mis, au final, ça n'a pas été encore mis à jour. Mais en gros, on a avalé toutes les liquidations de short qu'on avait ici. Donc, gros short squeeze. Derrière, donc, ce que j'explique, c'est que si on valide la clôture daily de ce soir avec une belle bougie pleine, en fait, on peut valider le scénario du break du canal et donc la target des 120 000 $. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce tweet que je vous avais montré dans la dernière vidéo où je vous montrais un peu les deux targets que j'avais plutôt en daily et en weekly, ou en gros sur le canal, donc le canal baissier qu'on a ici, la target du coup c'est aller chercher les 120 000 $ si on break le canal, comme on est en train de le faire actuellement, parce que c'est prendre l'entrée, hop, reporter la sortie, ça donne 120 000. Et ça du coup c'est plutôt une target en daily, donc aller chercher sur plusieurs semaines. Enfin, c'est sur l'unité de temps daily, mais en gros le break quand il se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc plutôt aller chercher, comme j'expliquais, pour l'été, pour juillet-août. Et la deuxième figure qui est beaucoup plus conséquente, c'est beaucoup plus balèze, c'est la tasse éance avec le break qu'on a ici, qui est du coup là aussi en train de se faire. On va faire un nouvel ATH. Là par contre, c'est plutôt en weekly, donc c'est une plus grosse time frame. Et là, ça target des 155 000 $, plutôt à atteindre pour peut-être la fin d'année. À voir comment ça se développe, mais là ça risque de mettre plutôt plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et du coup, pour revenir sur mon ancien tweet, vous voyez, on est en train de break, et là en fait on va voir donc la clôture daily de ce soir qui va être hyper importante. Parce que vous voyez, comme on voit ici, en fait l'ancienne clôture daily la plus haute, elle est à 111 700 $. Et là on est passé juste au-dessus. C'est la première fois qu'on repasse au-dessus depuis l'ancien TH, quoi. Donc depuis fin mai, ça remonte. Et donc la clôture daily de ce soir va être aussi très importante, et celle des prochains jours aussi, forcément. Mais c'est vrai que celle de ce soir, si on arrive à clôturer au-dessus, ce serait parfait. Mais bon, il reste encore quelques heures. Vous allez voir que c'est pas forcément parti pour. Par contre, ce qui est sûr, c'est que au niveau des liquidations, forcément, on a sorti tous les shorts. En général, quand on pump, on va souvent sortir moins de shorts que quand on baisse et on liquide de longues, parce que il y a en général toujours plus de longues que de shorts sur le marché. Et on voit que juste en montant, à monter jusqu'aux 112 000 $, donc là on avait le plus gros cluster de liquidation, on a quand même liquidé plus de 400 millions de dollars de shorts sur les dernières heures, ce qui est vraiment conséquent. Derrière, on voit qu'on a encore d'autres liquidations à aller chercher au-dessus de nous. Et justement, on peut aller voir, on est passé à 500 millions là sur les dernières heures. Et si on regarde donc la heatmap, elle a été mise à jour. Regardez, on a avalé toutes les liquidations ici. Tout a été avalé sur cette bougie-là. Ça, c'est ouf, le gros short squeeze. Et derrière, si on zoome un peu plus, en 24 heures, on a encore d'autres liquidations forcément à aller chercher à 112 000, 113 000, etc. jusqu'à 114 000. Le but, ce serait de pousser le short squeeze jusqu'à là-haut. Et ça, on aura la réponse durant la nuit. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, ça se trouve, vous aurez déjà la réponse. Si vous passez à continuer le short squeeze aussi, on s'enfonce un peu plus bas. Ce qui reste très correct, c'est que les fundings, restent encore très bas. Alors, ils sont quand même remontés parce qu'on était à 0,00 et quelque chose, je crois. Et là, on est passé à 0,04. Donc, on est un petit peu remonté. Forcément, quand ça pump, il y a beaucoup moins de shorts présents sur le marché parce que les shorts se font liquider. Et du coup, plus de shorts se font liquider, plus il y a de shorts qui sont liquidés, plus les fundings vont remonter parce qu'en fait, il y a de plus en plus de longs qui sont présents. Pas parce que il y a plus de longs qui sont mis, mais parce que il y a de moins en moins de shorts en fait. Et forcément, plus on avance aussi dans le short squeeze, plus on liquide des shorts, plus on remonte du coup les fundings parce qu'il y a de plus en plus de longues, plus c'est compliqué d'aller chercher loin dans le short squeeze. Donc là, on a déjà fait une bonne partie, donc vous attendez pas non plus à qu'on aille chercher, 115 000, 120 000 comme ça direct dans la nuit. Mais du coup, pour revenir donc sur le graphique du BTC, vous voyez, on a ici donc notre canal. Les deux gros scénarios qu'on avait, donc soit on s'est rejeté sur le bas du canal, donc ce qui était bien parti pour, finalement, bam, on a pu break et réintégrer un petit peu le canal. Et du coup là, on était vraiment, dans cette semaine, dans une phase un peu compliqué où on sait pas exactement si ou pas on va break, si ou pas on va réintégrer. C'est pour ça que moi j'ai pas pris de position, j'attendais le bon moment pour être plus sûr. Et du coup cette bougie elle vient confirmer un peu ce break là. Mais encore une fois, le plus important c'est la clôture. Et là à l'heure où je fais la vidéo il est minuit et il y a encore 2 heures. Et en 2 heures il peut se passer pas mal de choses. Vous voyez, en 1 heure on a pump très fort, on est venu corriger très fort. Et là en fait on a plusieurs choix. Soit on va réussir à repump et à passer au-dessus, et là ce serait incroyable de faire une clôture daily en ATH et qu'on fasse un plus haut avec une belle bougie jusqu'à 111 700 $, ce serait ouf. Et ça, ce serait la conversion du break. Il n'y a pas de question à se poser. Ou alors, vous voyez, on vient replonger plus bas et en fait, on fait juste un pump and dump, ce qui est possible, ce qui est déjà arrivé quand on était vers les ATH en décembre, janvier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais vous voyez, ce genre de bougie, par exemple, en réalité, était horrible, mais on vient pump très fort et on redump
carrément tout la baisse, ce qui faisait voilà, un truc comme ça, quoi. Ou même, vous voyez, voilà, le cas typique, par exemple, celle qu'on avait le 20 janvier, où ça, c'était vraiment horrible, mais en gros, ouais, on a la TH qui est ici, on vient faire une bougie de l'enfer, on explose tout, on aurait pu faire une clôture magnifique, et finalement, bah, avant la clôture, on a tout ravalé, et au final, bah, tu fais une mèche qui sert à rien, et qui juste a liquidé un peu tout le monde, quoi. Et a formé un short squeeze pour ensuite tout ravaler. Mais le truc, c'est que, voilà, vu que la clôture est dans 2 heures, on a quand même pas mal de chances de faire en minima une bougie daily voilà, qui est plus haut que ce niveau-là. Donc, ce qui est une bonne chose voilà, pour le break. Donc, derrière, ce qu'on peut jouer aussi, ce que j'expliquais, c'est que, vous voyez, comme j'ai fait là sur ma figure, souvent, bah, on break et on vient faire un pullback, vous voyez, et après, on redescend, on remonte. Pullback qui n'est pas obligatoire de revenir forcément vous voyez, sur le canal, même si c'est mieux. Et parfois, voilà, tu peux corriger, t'arrêter un peu avant de remonter. Et du coup, moi, mon objectif, j'ai pas encore posé mes ordres, mais ça va être de poser plusieurs ordres vous voyez, au niveau du pullback jusqu'au canal, avec une moyenne d'achat, donc qui va être à peu près, je sais pas, par exemple, par ici, et mon stop loss qui va être en dessous du canal, donc par exemple par ici, et du coup, ma target vers les 120 000. Donc, ici. Et du coup, ouais, ça fait un 9% à chercher. Là, je peux le mettre un petit peu en dessous à ce niveau-là. Ce qui fait que voilà, tu as un ratio récompense de 4, donc tu mises 1 pour perdre 1 ou gagner 4. Ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est ce que je compte faire sur BTC. Et puis, suivant où il va aller au niveau du pullback, enfin là où il va retracer, et ben, je vais avoir plus ou moins d'ordres qui vont être pris. Ici, derrière, bah, en fait, il fait pas de pullback, il reprend, il redescend un peu comme ça. J'ai un ordre qui est pris, ou même 0, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis ça partira sans moi. Derrière, voilà, ce qui me dérange un tout petit peu, mais bon, c'est pas hyper grave, c'est que c'est l'été. Je vous le dis souvent, mais en général, l'été, c'est pas là où t'as le moment où ça part à la hausse et on repart en ATH, etc. Ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé, mais c'est assez rare parce que ben il y a moins de volume en fait, tout simplement. Il y a moins de gens sur le marché et du coup forcément, bah, pour relancer un TH, pour lancer une euphorie un peu sur le marché, c'est compliqué quand t'as moins de volume, il y a moins de gens présents. Donc à voir. Et vous voyez, de nouveau, en fait, le truc c'est que si on dézoome un peu plus, vous voyez, en daily et qu'on enlève tout, en fait, on pourrait se dire qu'on est juste dans un gros range, vous voyez, entre cette grosse bande là, cette grosse borne haute ici, et qu'au final, ben là, hop, on se rejeter pour tout l'été, on redescend en bas vers les 100 000 et on recasse pour plus tard. Oui. C'est pour ça que la clôture daily au-dessus oui, de l'ancien TH est très importante parce que derrière, oui, dès que en fait tu casses ce range-là horizontal, ben en fait, hop, tu repars en danse haussière, mais un peu comme on a eu à chaque fois oui, sur BTC. Où là, de nouveau, vous voyez, regardez, on avait un canal complètement baissier en weekly, on est venu le casser, on est même venu pullback dessus pour remonter. Mais derrière, si tu regardes juste ouais, le gros range qu'on a ici à ici, et ben en fait, c'est à partir du moment où on a cassé le plus haut ici, vous voyez, sur cette bougie-là, ensuite, boum, boum, ça a décollé. Là, c'est un peu la même histoire. Donc voilà, toujours compliqué de se positionner sur le genre de mouvement. Le truc, c'est que quand tu fais un nouveau plus haut comme ça, que ça paraît que t'es quasi sûr que ça repart en tendance haussière et que tu chopes le mouvement, juste derrière, c'est la position du stop loss. Pas le mettre trop serré, et surtout au bon moment, pour pas se sortir quoi, avant le pump. Bon, voilà pour BTC. Ensuite, les altcoins, ils sont aussi très très intéressants. Ouais, Bitcoin Dominance, qui plonge un peu plus, regardez en 1 heure, ouais, qui plonge de plus en plus, donc hyper intéressant le fait de faire, c'est quand même fou ça, c'est que on vient corriger très fort, on fait un rebond, on fait un nouveau plus haut, ce qui enclenche derrière, en général, vous voyez, dès qu'on fait un plus haut, bah t'enclenches une nouvelle session, vous voyez, même à court terme, à chaque fois c'est pareil en fait, t'enclenches une nouvelle phase haussière pour la Bitcoin dominance, et là en fait on dépasse ça pour ensuite replonger en dessous. Mais attention, comme d'hab, vous voyez, regarde, par exemple ici, ouais, c'est typique le cas. Ouais. On arrive, on fait du coup le rebond. Là, on pense repartir à la baisse. Finalement, hop, on réintègre le plus haut. Et du coup, on se dit, vas-y, on repart en Bitcoin dominance. Finalement, vous voyez, petit rebond de quelques jours et après, bam, on passe en dessous. Et du coup, là, on se dit, ah, let's go, Alke Season, en fait, on s'est trompé et tout. Et en fait, non, ça repart. Et là, du coup, c'est la même chose. C'est-à-dire que on peut très bien, vous voyez, on dépasse. On se dit, du coup, c'est la Bitcoin Season. Finalement, on réintègre. Du coup, on se dit Alke Season. Et en fait, après, bah, on peut très bien réintégrer comme ça et repartir. Ce qui fait du coup, au final, la tendance haussière. Et donc, pour savoir si ou pas on va du coup partir dans la season ou si on va faire un nouveau plus haut et c'est Bitcoin qui va redominer là pour tout l'été, et ben il faut regarder les graphes des altcoins et d'Ethereum, qui est forcément le plus intéressant des altcoins. Et si on commence par le graphe du Total 3, on peut voir que on y est encore loin, on est encore loin. On a notre grosse résistance, alors qui était un ancien support ici qu'on a gardé tout le long durant la dernière hausse des altcoins fin 2024. On l'a cassé, ce qui nous a du coup formé une résistance. On est revenu tester support voyez, en tant que résistance et on s'est fait rejeter. Le pire truc, ce qui fait que bah, on est en dessous, on est en dessous, on est en dessous. On revient tester, rappelez-vous, en mai où ça commençait à pas mal chauffer sur les altcoins et on s'est fait rejeter plusieurs fois. Si vous regardez la champ weekly, mais en daily, non la champ daily, mais je crois c'est en 4 heures, 1 heure, on s'est fait rejeter peut-être une bonne 4-5 fois pour au final bah, replonger complètement jusqu'à faire un point bas mi-juin. Et là on remonte tout doucement, mais ouais, on est encore loin de le passer. Déjà, il faut qu'on revienne aux 940 milliards, donc c'est-à-dire que les altcoins doivent faire en moyenne 7 à 8%, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, si on arrive à revenir à ce niveau, bah réussir à le passer. Et ça va être le plus dur.
Par contre, si on vient à passer ce niveau-là et qu'on vient à break, par exemple comme ça, là, ça va être incroyable pour les altcoins. Et là, je serai le premier à me positionner pleine balle sur les altcoins et à vous parler de beaucoup de ça, quoi, et à se positionner à court terme et même en mode plus investissement. Mais surtout, ouais, court terme, parce que là, on va avoir pas mal d'opportunités, je pense, et si on revient après ce niveau, bah, hop, ça va s'envoler après. Mais le truc, c'est que tant qu'on n'y est pas, ça sert à rien, je pense, de se précipiter, parce que, en fait, on peut jouer ce delta-là, où t'as des gens, ils vont le jouer en mode, vas-y, ils vont se mettre sur les altcoins en essayant de jouer le futur break, en anticipant le break, ou alors en jouant le retour ici. Mais c'est quand même un jeu dangereux parce qu'en fait, à tout moment, bah, tu peux hop, redescendre et repartir pour plus tard. Et en fait, tu peux avoir plein de fake et de bull trap à ce moment-là qui peuvent te piéger sur les alts. Alors que le moment où tu breaks ça, là, t'es quasi sûr que ça va partir, quoi. Et vu que les alts, c'est volatile, c'est risqué. Ah, jouer là-dessus, moi, je ne fais pas. Ensuite, le deuxième graphe, donc je vous ai dit le total 3 pour les altcoins au global. Mais le plus important, ça va être Ethereum. Parce que Ethereum, c'est lui qui mène la danse, vous connaissez la musique. Mais quand vous avez Ethereum qui part à la hausse, qui part très très fort. On l'a vu au dernier cycle, que c'est en 2021, même en 2017, et ben, il rapporte toute la liquidité sur les altcoins par la suite. Et du coup, avoir un Ethereum qui pump, avoir un Ethereum qui prend le lead face à BTC et qui se met à performer très fortement et faire une belle danse haussière, et ben, on sait que bah, après, les altcoins vont en profiter aussi. Donc c'est pour ça qu'il est très important à regarder, avec le Total 3 bien sûr. Et Ethereum, et ben lui, il est beaucoup plus avancé. Oui. Il est beaucoup plus avancé que les altcoins. C'est-à-dire que les altcoins, eux, ils ont leur résistance qui est ici, et actuellement, oui, ils sont fait rejeter plusieurs fois, et là, ils sont ici. Alors que Ethereum, lui, il est carrément sur son niveau de break. Il est pile dessus. Et donc, on est vraiment sur un moment qui est important. Vous voyez, comme on l'a eu ici, ici où on s'est fait rejeter, et encore une fois ici où on s'est fait rejeter. À chaque fois, c'était des moments vraiment importants. Surtout celui-là, on arrive à break au-dessus, et finalement ça fait break, et bam, on réintègre. Pour ça, vous voyez, à chaque fois qu'on break, il faut des confirmations, il faut des clôtures, il faut s'installer au-dessus pour que ce soit le cas. Et là, le problème qu'on a eu ici, c'est qu'on avait beaucoup d'ordres de vente qui nous empêchaient de passer. Et ça, c'est toujours un peu le même problème. Et vous voyez, là, sur BTC, juste avant, on a pu aller péter le short squeeze des 111 000, 112 000, alors qu'on n'y arrivait pas avant, parce qu'en fait, on a beaucoup d'ordres de vente qui ont été enlevés ces derniers temps. Et là, sur Ethereum, ce qui est bien, c'est qu'on a moins d'ordres de vente que ce qu'on avait à ce moment-là. Mais voilà, le problème un peu de ce qu'on a actuellement sur Ethereum, c'est qu'on a les 2008, mais on a aussi les 3000. C'est-à-dire les 3000 $, ils nous posent aussi problème, parce qu'en fait, on a on a des gros ordres de vente qui sont positionnés à ce niveau-là, parce que c'est un chiffre rond, c'est un chiffre psychologique, c'est un chiffre qui est très important pour Ether. Et du coup, même si tu arrives à passer les 2008 comme on l'a fait ici, bah après, il faut se confronter aux 3000 et réussir à les passer. Donc, c'est pour ça que je vous parle souvent du support, pas de la résistance, des 2008 à 3000 $. Ça fait large, mais c'est le niveau clé, ouais, à passer, quoi. Et après, par contre, une fois qu'on arrive à s'installer au-dessus, là, on peut partir très fort sur les altcoins après. Donc, ouais, il y a encore un peu de marge. De nouveau, le ruban redevient un peu intéressant, je trouve. J'ai dit de plus trop regarder parce qu'en fait, quand tu passes dans cette phase où tu passes en dessous et là, en fait, tu passes que au-dessus, en dessous, c'est moins intéressant. Mais là, c'est vrai qu'une fois que bah, ça repart, c'est intéressant de regarder le pullback, vous voyez, jusqu'où Ethereum peut retracer par rapport au ruban et aller chercher le ruban pour ensuite rebondir. Donc poser un long sur le ruban, ça peut être pas trop mal. Même chose pour BTC aussi, même si bon, c'est moins intéressant que Ethereum, je trouve, par rapport au ruban. Et ETH BTC, vous voyez, même histoire, on est passé au-dessus. Et ETH BTC, super beau rattrapage, parce que rappelez-vous, on était de nouveau, on se faisait éclater par BTC, en repassant tout du support qu'on avait ici. Et là, ça commence à être catastrophique parce que le truc, c'est que ça fait 3 ans qu'on fait que du pump and dump, oui, pump and dump, pump and dump, pump and dump. Et il y a aucun moment, on a réussi à pump et à se stabiliser, oui. Et même à faire plus haut. Non, à chaque fois, c'est ça pump, ça dump, ça pump, ça dump, etc., jusqu'à complètement plonger à ce niveau-là. Et là, pour la première fois, on arrivait enfin à pump et à ne pas dump comme ça, mais à pump et à se stabiliser. Et là, le fait de repasser en dessous, bah, c'était un peu dramatique, quoi. Parce qu'on annulait tout ce qu'on avait fait ici. Finalement, le retest sur la résistance, qui était hyper important, on pouvait se faire rejeter, bah, on a réussi à le passer. Parfait, on réintègre le range. Et là, on réintègre fort le range. Et là, le but de nouveau, bah, c'est de revenir en haut. Et là, de nouveau, bah, on s'est fait rejeter une fois, deux fois, trois fois. On peut se rejeter une quatrième fois. Et du coup, ce niveau-là, là, vers les 0,02, alors là, c'est en pourcentage par rapport à BTC, va être hyper important. Et si on arrive à passer au-dessus, et ben, de nouveau, c'est encore une validation pour les altcoins. Le fait d'avoir un Ethereum qui attaque les 2008, 3000 $, qui arrive à passer au-dessus, etc. Ça, c'est magnifique. Le fait d'avoir un ETH BTC, et ça, je pense que ça va être le plus important. En réalité, moi, je mettrais ETH BTC devant ETH, parce que si on a un ETH qui est passé 2008, 3000 $, mais que BTC performe encore plus, et qu'au final, bah, le ETH BTC est pas forcément en faveur d'ETH, bah, ça va peut-être moins se découler sur les altcoins, parce que ça veut dire que la liquidité est plus sur Bitcoin encore, et moins sur les alts. Par contre, si on a un ETH BTC qui pète et qui fait un plus haut et qui vient faire beaucoup plus de performance que BTC et que la tendance se relance de cette façon, là c'est incroyable parce que même si on a beaucoup de chemin, vous voyez, on inverse complètement la tendance. Et là du coup on sera pas sur un pump pour refaire un dump, mais sur, vous voyez, un pump d'une correction d'une plus grosse tendance haussière. Et du coup là on pourra aller bien plus haut et du coup prendre toute cette liquidité sur Ethereum pour ensuite inverser sur les altcoins. Du coup ça c'est vraiment les
les points clés à surveiller. Oh, sinon, au niveau du reste, ouais, des marchés traditionnels, que ce soit sur les S&P ou même le Nasdaq, on est toujours bon, on est toujours sur les ATH, donc ça c'est top. Autre chose qui est très important, forcément, la macro US. Ouais, plusieurs choses à voir. Déjà, le premier truc à voir, c'est l'inflation. Forcément, l'inflation, le truc le plus important, qui est le plus regardé par la Fed pour savoir si ou pas il baisse leur taux d'intérêt. Et en gros, ce qui est cool, alors ce que nous met Alan, c'est cool parce que on a brutalement arrêté le rebond qu'on avait commencé il y a 3 mois, vous voyez. Alors c'est vraiment, 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 vraiment du long terme. Vous voyez, juste là, on est sur 1 an, c'est-à-dire que là, on est sur janvier, février, mars, etc. Et juste ce rebond qu'on avait fait ici durant juin, juillet, et ben là, vous voyez, on vient tout annuler durant juillet. Donc ça, c'est excellent. Et depuis le début du mois, vous voyez, on a fait que baisser. Donc le rebond qu'on a engendré là depuis mai, même depuis là, je disais depuis juin, mais en vrai, on peut le prendre depuis avril, depuis ici, et ben on est en train de, bam, tout récupérer à la baisse. Et ça, c'est excellent. Le fait d'avoir une inflation qui baisse comme ça, c'est très très bien. Parce que du coup, ça a favorisé que la Fed baisse ses taux d'intérêt. Parce qu'ils vont se dire, ok, c'est bon, l'inflation est en train de bien baisser, on n'a pas trop de risques de ce côté-là, du coup, on va pouvoir restimuler l'économie en baissant les taux d'intérêt. Mais comme dit Alan, vous voyez, je pense pas que je suis du même avec lui, je pense pas que ce sera suffisant pour le prochain FOMC, donc la réunion de la Fed sur l'inflation, sur les taux d'intérêt. Et du coup, là, on pense pas que ce sera suffisant pour la baisse des taux d'intérêt pour juillet, parce que vous voyez, c'est le 30 juillet, donc c'est en bientôt. Par contre, pour le Q4, vous voyez, ça risque d'être explosif pour les risques, donc tous les actifs à risque comme les cryptos, les altcoins, je sais pas, les montres, tout ce genre d'actifs. Là, ça risque d'être très très bien, quoi, très haussier. Parce que là, avec ces chiffres d'inflation-là, c'est quasi sûr que pour septembre, ils vont avoir une baisse des taux d'intérêt. Après, voilà, il peut se passer encore pas mal de choses entre-temps, mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti. On revient du coup sur mon tweet de la macro US. Alors là, plus en détail, on a pas mal de choses à voir. On a quand même quelques petites données qui sont pas au top par rapport à la Fed. Et ça, faut les prendre en compte aussi. Il n'y a pas que l'inflation. Oui, on a le marché du travail qui continue de se renforcer et c'est exactement ce que la Fed ne veut pas voir. Et du coup, suite à cette donnée, on est passé de 23% à 4% pour une baisse des taux d'intérêt en juillet. Donc, autant vous dire qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Bon, en gros, du coup, les différents stats qu'on va voir ensemble, on a l'indice de l'activité du secteur industriel, vous voyez, qui est bon. Les offres d'emploi qui, elles, ne sont pas bons. On est bien au-dessus, vous voyez, 16,7 de ce qui était prévu. Donc, on a un petit rebond, vous voyez, on le voit au niveau du graphe. Faut toujours regarder par rapport, en fait, parce que si on sort que les chiffres comme ça, bon, c'est un peu difficile de s'en rendre compte, mais vous voyez, la hausse qu'on a ici, bah, du coup, c'est ce qu'on a eu au niveau de ces chiffres. Donc, c'est pas le top. Mais quand on compare à ce qu'on a avant, ça va. On reste sur une dynamique qui est quand même baissière. Et là, c'est juste une petite bougie. Donc, ça va. Ensuite, on a un indice de l'activité du secteur des services qui est très important. Vous voyez, comme on explique ici, ça représente 70% du PIB US. Et là, pareil, on n'est pas bon. Vous voyez, on est un peu plus haut. Alors, pareil, on était bien descendu. Là, on fait un petit rebond. Donc, c'est pas non plus dramatique. Mais on est quand même au-dessus. Ensuite, emploi non agricole. Pareil, on n'est pas bon. Et le dernier, le plus important, je trouve, le taux de chômage. Le taux de chômage, il en faut, vous voyez, en fonction de l'inflation, mais pas trop non plus. Alors, c'est un peu complexe. Et en avoir trop, en fait, ça augmente le risque de récession. Donc, c'est ça le but, c'est pas avoir trop de chômage. Il en faut, mais pas trop. Et là, pareil, on avait prévu 4,2, mais on a 4,1. Alors, c'est pas une énorme différence, mais ça l'est quand même. Et du coup, quand tu prends les datas complètes, là, par rapport aux chiffres du chômage et des emplois, etc., on n'est pas au top. Et le truc, c'est que même si, bon, on a une inflation qui baisse, en réalité, c'est le plus important. Donc ça, c'est top. Ouais, le fait qu'on ait ces stats-là qui tombent, on pourrait avoir à cause de tout ça, à cause de tous ces chiffres de l'emploi, si ça continue à trop se renforcer, on pourrait avoir un ralentissement du coup de la baisse de l'inflation. C'est-à-dire qu'au lieu que l'inflation baisse autant comme on l'a eu là ces dernières semaines, mais en fait ça ralentisse à cause de ces chiffres-là. C'est du coup une conséquence en fait de l'inflation. Et derrière, vous voyez, un marché du travail fort, une croissance forte et une inflation qui ne diminue pas fortement constitue un contexte défavorable à toute baisse de taux. Donc ça, il faut quand même le surveiller, même si bon, l'inflation, pour l'instant, ça diminue. Il faut faire gaffe à la croissance et au marché du travail. Donc, je t'en ai au courant pour les prochaines datas. Sinon, en autre news, regardez ça, on a eu la société française Séquence qui a annoncé, qui est pas très connue, enfin, je ne sais pas, qui a annoncé officiellement avoir levé avec succès, les gars, écoutez bien, 384 millions de dollars pour lancer sa stratégie de trésorerie sur Bitcoin. C'est une entreprise comme ça, je connaissais même pas, 384 millions de dollars. C'est énorme. Pour une société comme ça du secteur privé, ça me paraît énorme. Et en fait, j'ai vraiment l'impression là qu'ils prennent le virage, un peu la même chose que MicroStrategy, où ils sont en mode vas-y, on met tous nos avoirs sur Bitcoin, en mode un peu dégène, mais ouais, avec un, je pense, très bon retour sur investissement si ça marche, ce qui risque de se passer. Et ça fait plaisir à voir que des sociétés françaises commencent à se mettre là-dedans, quoi. Comment ça peut changer. Et le dernier graphe que je voulais vous passer avant le commentaire du jour, c'est au niveau des stablecoins. Oui, on a des stablecoins qui continuent de monter. Ça, c'est excellent. Alors, c'est à peu près on l'avait passé un peu, je l'avais pas mal passé en avril-mai, avant qu'on remonte, où je montrais les stablecoins, la supply des stablecoins qui montait, et surtout la supply M2, la liquidité globale des marchés qui montait aussi, et qui était, je trouve, très importante, mais qui était un peu décriée sur Twitter, même sur YouTube. Il y a des gens qui disaient que fallait pas regarder, ça va rien, etc. Il n'y a pas de sens, mais en fait, si, que ce soit la M2 ou les stablecoins, ont un impact directement sur les marchés, en général. Et là, on le voit très bien sur les stablecoins, vous voyez, où en rouge ici, on a donc la supply des stablecoins, donc ça veut dire le nombre de stablecoins qui sont créés ou enlevés sur le marché. Et en général, plus on a des stablecoins qui montent, plus forcément ça avec le marché. Alors forcément, c'est très lié au prix du marché,
Donc si le marché monte, on a plus de stablecoin. Si le marché descend, on a moins de stablecoin aussi. Mais des fois, vous pouvez trouver des petites phases où la supply de stablecoin va anticiper un peu la hausse de Bitcoin. Et vous voyez, c'est ce qu'on avait vu du coup ensemble ici. Ouais, au moment où on était vers la TH en fin d'année, début d'année 2025, on avait ralenti sur les stablecoins, on avait stabilisé, et ensuite on avait commencé à remonter. Et du coup, ça c'était super bon signe. Le fait que BTC descendre, alors que les stablecoins faisaient que monter, en fait ça descendait, mais c'était bon signe. Comme la M2, la supply M2 globale, liquidité globale, montait aussi, c'était bon signe pour avoir une récupération aussi à tout ça par rapport à la liquidité qui rentre plus fortement. Et voilà, ce qui est bien par rapport au stablecoin, ça continue à monter très fortement, et depuis, on n'a pas arrêté de monter, ce qui est une bonne chose aussi pour apporter plus de liquidité en fait sur Bitcoin. Allez, petite dernière, tiens, je vais vous passer ça quand même, petite dernière stat sur BTC. Vous voyez, on a 21 millions de BTC. Alors je pense que vous le connaissez, mais on a pour l'instant quasi 20 millions sur les 21 millions de minés, alors que le dernier Bitcoin est en 2140. Pour dire à quel point c'est exponentiel, quoi. Et qu'on va mettre 120 ans à miner genre 1 million de BTC, enfin une toute petite partie. On a 5% de l'offre à miner en 120 ans, alors qu'on a miné en 20 ans 95% de l'offre, un peu moins, mais bref. Et du coup, sur ces 20 millions de BTC, 21 millions de BTC, on a déjà 3-4 millions qui sont perdus. Et donc, si on part de ce postulat-là, qu'on a 16 millions de BTC qui sont réellement accessibles, et on regarde sur la planète, on a 62 millionnaires, enfin, pas 62 millionnaires, mais 62 millions de millionnaires, 62 millions de personnes qui sont millionnaires. Et du coup, en fait, en partant du principe que si tous les millionnaires veulent un BTC, et en fait, un BTC vaudrait bien plus qu'un million parce qu'il y aura pas assez de BTC pour chaque millionnaire. Et je crois que le chiffre, c'est 0,21, il me semble. Parce que là, on a parlé de 0,5, 0,01, mais je crois que si tous les millionnaires veulent avoir un BTC, le BTC à 0,2 BTC vaudrait 1 million de dollars. C'est-à-dire que un BTC, ça vaudrait quasi 5 fois plus, donc ça vaudrait quasi 4-5 millions de dollars. Allez, je finis avec le commentaire du jour de Dvorak qui nous dit il y a zéro panique MDR avec 20 likes. Bon, c'est vrai que j'ai un peu abusé sur le titre la dernière fois, j'ai mis Bitcoin, transfert massif de BTC, la panique s'installe. Mais comme d'hab, les gars, le plus important, c'est pas le titre ou la miniature, et c'est bien la vidéo. En gros, on avait vu dans la vidéo les gens qui paniquaient par rapport au fait qu'il y a des BTC qui étaient retrouvés, 80 000 BTC, etc., qui étaient retrouvés. Et j'avais dit dans la vidéo qu'il n'y avait pas de panique, pas d'inquiétude, les gars, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est pas une news qui va faire que le BTC va complètement chuter, parce que c'est pas assez conséquent en termes de BTC qui est retrouvé. Et surtout, qui est déplacé. Et surtout, c'est une fausse mauvaise news, je trouve, parce qu'en fait, il y a plus de ventes par rapport au fait que le vente puisse être fait de ces vieux BTC que la réelle vente des 80 000 BTC. Et surtout, le truc, c'est que ça peut que paniquer avant que la vente se fasse. Parce que les gens anticipent la vente. Mais dès que la vente va être faite, bam, ça va être récupéré à la hausse. Parce qu'en fait, les gens se disent, c'est bon, la vente a été faite, du coup, il n'y a plus rien à vendre, donc bam, il n'y a plus de panique, on peut racheter, quoi. Donc au final, c'est pas très dangereux. Ça pourrait être dangereux si on a 1 million de BTC, par exemple, qui peut être vendu, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à passer en inscription, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez Bluffin, ZoomX pour trader et Swissport pour l'investissement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire là pour soutenir, parce que je fais une vidéo quand même à minuit, les gars. C'est pas souvent. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Je vous salue pour aujourd'hui. Je vous dis à plus. Ciao!